Chapitre 10. Le voyage. Toute la nuit se passa dans un grand affairement à mettre les choses en place et à recevoir des canaux remplis d'amis du chevalier, et entre autres M. Brandly, qui vint lui souhaiter bon voyage et prompt retour. Il n'y eut jamais de nuit à l'amiral Benbow où je travaillai moitié autant, et lorsqu'un peu avant le jour, le sifflet du maître d'équipage retentit et que l'équipage se disposa au bar de Cabestan, j'étais exténué. Mais même 2 fois plus lasse, je n'aurais pas quitté le pont. Tout y était trop nouveau pour ma curiosité. Les brefs commandements, le son aigu du sifflet, les hommes courant à leur poste dans la faible clarté des falots du bord. « Allons, cochon rôti, donne-nous un refrain » lança quelqu'un. « Celui de jadis » cria un autre. « Bien, camarade » répondit Long John qui se tenait auprès d'eux, reposant sur sa béquille. Et aussitôt, il attaqua l'air et les paroles que je connaissais trop. « Nous étions 15 sur le coffre du mort !» Et tout l'équipage reprit en chœur. « Yo, 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 et une bouteille de rhum !» Et au 3e « oh !» tous poussèrent avec ensemble sur les barres de Cabestan. Malgré la minute palpitante, je fus reporté sur l'instant à l'amiral Benbow, et je crus entendre se mêler au cœur la voix du capitaine. Mais coup sur coup, l'ancre sortit de l'eau ruisselante et s'accrocha au bossoir. Puis les voiles prirent le vent, la terre et les navires défilèrent à droite et à gauche. Avant que je ne fusse couché pour prendre une heure de repos, le voyage de l'Hispaniola était commencé et elle voguait vers l'île au trésor. Je ne relaterai pas en détail ce voyage. Il fut des plus favorisés. Le navire se montra excellent. Les gens de l'équipage étaient de bons matelots, et le capitaine connaissait à fond son métier. Toutefois, avant d'atteindre l'île au trésor, il se produisit 2 ou 3 incidents que je dois rapporter. Pour commencer, M. Harrow se révéla pire encore que ne le craignait le capitaine. Il n'avait pas d'autorité sur les hommes, et avec lui on ne se gênait pas. Mais ce n'était pas là le plus grave, car après 2 ou 3 jours de navigation, il ne monta plus sur le pont qu'avec des yeux troubles, des joues enflammées, une langue balbutiante. Bref, avec tous les symptômes de l'ivresse. À plusieurs reprises, il fut mis aux arrêts. Parfois il tombait et se blessait, ou bien il passait toute la journée étendu dans son hamac de la dunette. D'autres fois, pour un jour ou 2, il était presque de sang-froid et remplissait à peu près ses fonctions. Cependant, nous n'arrivions pas à découvrir d'où il tenait son alcool. C'était l'énigme du bord. Malgré toutes nos recherches, nous ne pûmes la résoudre. L'interrogeait-on directement, il vous riait au nez quand il était ivre, et s'il était de sang-froid, il jurait ses grands dieux qu'il ne prenait jamais autre chose que de l'eau. Non seulement il était mauvais officier et d'un fâcheux exemple pour les hommes, mais de ce train il allait directement à la mort. On fut peu surpris et guère plus chagriné quand par une nuit froide où la mer était forte et le vent debout, il disparut définitivement. « Un homme à la mer !» prononça le capitaine. « Ma foi, messieurs, cela nous épargne l'ennui de le mettre au fer. » Mais cela nous laissait dépourvus de second. Il fallut donc donner de l'avancement à l'un des hommes. John Anderson, le maître d'équipage, était à bord le plus qualifié, et tout en gardant son ancien titre, il joua le rôle de second. M. Trelawney avait navigué, et ses connaissances nous servirent beaucoup, car il lui arrivait de prendre lui aussi son quart par temps maniable. Et le quartier-maître, Israel Hands, était un vieux marin d'expérience, prudent et avisé, en qui on pouvait avoir pleine confiance en cas de nécessité. C'était le grand confident de Long John Silver, et puisque je viens de le nommer, je parlerai de notre maître coq, cochon rôti, comme l'appelait l'équipage. À bord, pour avoir les 2 mains les plus libres possibles, il portait sa béquille suspendue à une courroie passée autour du cou.
C'était plaisir de le voir calé contre une cloison, le pied de cette béquille et arc-bouté dessus, suivant toutes les oscillations du navire, faire sa cuisine comme sur le plancher des vaches. Il était encore plus curieux de le voir circuler sur le pont au plus fort d'une bourrasque. Pour l'aider à franchir les intervalles trop larges, on avait disposé quelques bouts de ligne qu'on appelait les boucles d'oreilles de Long John, et il se transportait d'un lieu à l'autre, soit en usant de sa béquille, soit en la traînant par la courroie, aussi vite que n'importe qui. Mais ceux des hommes qui avaient jadis navigué avec lui s'apitoyaient de l'en voir réduit là. « Ce n'est pas un homme ordinaire, cochon rôti, » me disait le quartier-maître. « Il a reçu de l'instruction dans sa jeunesse, et quand ça lui chante, il parle comme un livre, et d'une bravoure. Un lion n'est rien comparé à Long John. Je l'ai vu, seul et sans armes, empoigner 4 adversaires et fracasser leurs têtes les unes contre les autres. » Tout l'équipage l'aimait, et voire lui obéissait. Il avait la manière de leur parler à tous et de rendre service à chacun. Envers moi, il était d'une obligeance inlassable, et toujours heureux de m'accueillir dans sa cuisine, qu'il tenait propre comme un sous-neuf, et où l'on voyait des casseroles reluisantes pendues au mur, et dans un coin, une cage avec son perroquet. « Allons, Hawkins, me disait-il, viens faire la causette avec John. Tu es le bienvenu entre tous, mon fils. Assieds-toi pour entendre les nouvelles. Voici capitaine Flint. » J'appelle mon perroquet ainsi en souvenir du fameux flibustier. « Voici capitaine Flint qui prédit la réussite à notre voyage. Pas vrai, capitaine ?» Et le perroquet de prononcer avec volubilité « Pièce de 8, pièce de 8, pièce de 8 » jusqu'au moment où John couvrait la cage de son mouchoir. « Vois-tu, Hawkins, me disait-il, cet oiseau est peut-être âgé de 200 ans. Ils vivent parfois plus que cela, et le diable seul a vu plus de crimes que lui. Il a navigué avec England, le grand capitaine England, le pirate. Il a été à Madagascar, au Malabar, à Suriname, à Providence, à Portobello. Il assistait au repêchage des galions de la Plata. C'est là qu'il a pris, pièce de 8. Et rien d'étonnant, il y en avait 350 000, Hawkins. Il se trouvait à l'abordage du vice-roi des Indes au large de Goa. Oui, lui-même. À le voir, on croirait un innocent, mais tu as flairé la poudre, hein, capitaine? Gare à vous, pas à virer, glapissait le capitaine. Ah, c'est infâme à toi, disait le coq en lui donnant du sucre tiré de sa poche. Et l'oiseau becquetait au barreau et lançait une bordée de blasphème d'une abomination à faire frémir. C'est ainsi, mon gars, ajoutait John, tel qu'il louche à la poisse en barbouille. Témoin ce pauvre vieil innocent d'oiseau qui jure feu et flamme et n'en sait rien, bien sûr. Il jugerait tout pareil, si j'ose dire, devant un curé. Et John portait la main à son front avec une gravité particulière que je jugeais des plus édifiantes. Cependant, le chevalier et le capitaine Smollett se tenaient toujours sur une défensive réciproque. Le chevalier n'y allait pas par 4 chemins, il détestait le capitaine. Le capitaine, de son côté, ne parlait que pour répondre aux questions, et encore de façon nette, brève et sèche, sans un mot de trop. Il reconnaissait, une fois mis au pied du mur, qu'il s'était apparemment trompé sur le compte des hommes, que certains étaient actifs à souhait, et que tous s'étaient fort bien comportés jusqu'ici. Quant au navire, il avait conçu pour lui un goût extrême. Il navigue au plus près, mieux qu'on n'en est en droit de l'attente de sa propre épouse, monsieur. Mais, ajoutait-il, tout ce que je puis dire est que nous ne sommes pas encore rentrés chez nous, et que je n'aime pas cette croisière. Le chevalier là-dessus se détournait et arpentait le tillac d'un bout à l'autre, le menton relevé. « Cet homme m'exaspère, disait-il. Pour un rien, j'éclaterai. » Nous rencontrâmes un peu de gros temps, et l'Hispaniola n'en montra que mieux ses qualités. Tout le monde à bord paraissait enchanté, et il n'en pouvait guère aller autrement, car jamais équipage ne fut plus gâté, je crois, depuis que Noé mit son arche sur la mer. Le double grog circulait sous le moindre prétexte. On servait de la tarte aux prunes en dehors des fêtes, par exemple, si le chevalier apprenait que c'était l'anniversaire de quelqu'un de l'équipage, et il y avait en permanence sur le pont une barrique de pommes où puiser qui voulait.
Ces manières-là, disait le capitaine au docteur Livesey, n'ont jamais profité à personne que je sache. Gâtez les matelots, vous en faites des diables, voilà ma conviction. Mais la barrique de pommes nous profita, comme on va le lire, car sans elle, rien ne nous eût avertis, et nous périssions tous par trahison. Voici comment la chose arriva. Nous avions remonté les alizés pour aller chercher le vent de l'île que nous voulions atteindre, je ne suis pas autorisé à être plus précis, et nous courions vers elle, en faisant bonne veille jour et nuit. C'était à peu près le dernier jour de notre voyage d'aller. Dans la nuit, ou au plus tard le lendemain dans la matinée, l'île au trésor serait en vue. Nous avions le cap au sud-sud-ouest, avec une brise bien établie par le travers et une mer belle. L'Hispaniola se balançait régulièrement et son beaupré soulevait par intervalles une gerbe d'embrun. Toutes les voiles portées, hautes et basses, et comme la première partie de notre expédition tirait à sa fin, chacun manifestait la plus vaillante humeur. Le soleil venait de se coucher. J'avais terminé ma besogne, et je regagnais mon hamac lorsque je m'avisai de manger une pomme. Je courus sur le pont. Les gens de quart étaient tous à l'avant, à guetter l'apparition de l'île. L'homme de barre surveillait le lof de la voilure et sifflait tranquillement un air. À part ce son, on n'entendait que le bruissement des flots contre le taille-mer et les flancs du navire. J'entrai tout entier dans la barrique de pommes qui était presque vide et m'y accroupis dans le noir. Le bruit des vagues et le bercement du navire étaient sur le point de m'assoupir lorsqu'un homme s'assit bruyamment tout contre. La barrique oscilla sous le choc de son dos et je m'apprêtais à sauter dehors quand l'homme se mit à parler. Je reconnus la voix de Silver, et il n'avait pas prononcé 10 mots que je ne me serais plus montré pour tout au monde. Je restai là, tremblant et aux écoutes, dévoré de peur et de curiosité. Par ces 10 mots, je devenais désormais responsable de l'existence de tous les honnêtes gens du bord.